Quand on parlait de la ville du futur il y a 15 ou 20 ans, tout le monde imaginait des autos qui volaient dans les airs, des autoroutes superposées et tout. Si vous me demandez à moi, c'est quoi la ville du futur? C'est une dame âgée qui traverse une rue à une intersection en tenant son petit-fils par la main. Elle traverse à son rythme, sans aucune crainte. Pour moi, c'est ça la ville du futur. Je m'appelle Luc Maurice, président fondateur des résidences du groupe Maurice. Bienvenue au balado Dans quelques années, où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagné de 2 invités. On échange avec un expert en la matière et surtout, on donne la parole aux aînés. Bonjour à tous. La population vieillit, on le sait. Elle vit de plus en plus longtemps aussi. Comment on fait pour que ce grand groupe d'âge-là, le groupe d'âge qui s'accroît de plus en plus, qui est le plus important, on parle de 20 à 25 % de gens ici, c'est pas rien. Comment on fait pour que ces gens-là vivent bien en ville? Alors, pour parler de ce sujet important à mes yeux, j'ai 2 invités avec moi. Madame Claudette Élie, retraitée active. Bonjour. Qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Bienvenue. Merci. Et M. Richard Bergeron, urbaniste et conseiller municipal à l'arrondissement de Ville-Marie. En fait, je devrais dire ancien conseiller municipal de l'arrondissement de Ville-Marie et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Bergeron. Bonjour, M. Maurice, Mme Élie. Bonjour. Quand on parle de ville bien adaptée pour les aînés, ça veut dire quoi, Mme Élie? Ça veut dire une ville qui pense à tous les gens qui sont un peu handicapés, comme moi, entre autres. Moi, j'habite Chambly, fait que c'est sûr qu'à Montréal, le gros hic, ça serait... Moi, j'ai de la difficulté à magasiner parce que j'ai une marchette. Si je vais à Montréal puis que je prends le métro, ben mon problème, c'est les escaliers mobiles. Si tous les escaliers mobiles de tous les métros, ce serait des tapis roulants, ce serait l'idéal. Pas nécessairement juste pour moi, mais pour les poussettes, ce serait moins dangereux pour les mères avec les bébés. Tous ceux qui sont en chaise roulante, il n'y aurait aucun problème, parce que je pense qu'il y a juste 4 métros à Montréal qui ont des ascenseurs. Fait que ça, c'était mal pensé au début, parce que je suis pas la seule, là. Puis c'est pas juste les vieux qui sont en chaise roulante, il y a des jeunes aussi. Alors, votre enjeu, ou l'enjeu clé pour vous, c'est l'accessibilité. Oui, parce que moi, je suis une grande magasineuse. Si on va sur la Plaza Saint-Hubert, tous les magasins, ou presque, ils ont toute une petite marche en ciment pour rentrer dans le magasin. C'est vrai. Fait que si tu t'en vas magasiner, ben il faut que ça te prenne quelqu'un pour lever ta chaise. Ou, comme je suis à moitié mobile, je peux débarquer puis monter ma chaise. Mais c'est plus Moi, difficile. je pense à quelqu'un qui est complètement qui est en fauteuil. handicapé, mais il ne peut pas aller magasiner seul. Ou à moins qu'il soit très bon pour la soulever là, lui-même. Alors, on parle surtout d'accessibilité. Ouais. Richard, qu'est-ce que vous dites à ce sujet? L'adaptation de la ville aux personnes âgées ou aux personnes à handicap de quelque sorte que ce soit, ou encore aux très jeunes enfants. C'est-à-dire qu'on doit penser la ville à partir des plus faibles. Si on répond adéquatement aux besoins des plus faibles, par définition, on répond aux besoins de tout le monde. Alors, à mes yeux, il n'y a pas de différence entre un petit enfant et une personne très âgée qui a de la difficulté à traverser une intersection en moins, disons, de 35 secondes. C'est la même chose. Et cette préoccupation-là, elle a quand même émergé, tout particulièrement les dernières années. Et c'est pas pour le plaisir de corriger Mme Élie, mais il y a beaucoup plus que 4 stations de métro maintenant qui ont des ascenseurs. On doit être rendu à, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais au moins 15, puis il y en a 5 présentement en transformation. Bonne nouvelle. Alors, le pli a été pris. C'est quand même fâcheux que sur la rue Saint-Hubert, qu'on vient tout juste de rénover, qu'on n'ait pas fait une condition de pouvoir entrer à niveau uni dans les commerces. Je ne l'avais pas remarqué. Merci de me le faire remarquer. Je vais faire suivre. On parle beaucoup d'accessibilité physique, de petites marches ou de petite hauteur, mais on ne parle pas souvent d'accès aux services, d'accès au parc, d'accès... Une personne plus âgée, moi je connais moins les plus jeunes et les handicapés, bien qu'on en parlera tantôt, c'est important si on veut que les gens restent actifs, si on veut que les gens meublent bien leur journée et aient accès à un certain nombre de services,
bien, il faut que les épiceries, il faut que les magasins de proximité portent véritablement le nom de proximité. Alors, l'accessibilité, ça veut aussi dire être près des choses, être près de la nature aussi, d'avoir... Tout le monde a droit à respirer un peu de verdure. Monsieur Bergeron, quel commentaire vous auriez là-dessus? Je vais vous donner le bon côté de la médaille. Parfait. Si on compare il y a 15-20 ans, moi, comme urbaniste, j'ai été assez malheureux durant 25 ans et je suis assez heureux depuis une douzaine d'années. Quand on regarde les nouveaux parcs qui sont créés, les saillies de trottoirs partout, les plantations d'arbres partout, oh, que ça a changé! Alors, c'est à la fois de la sécurité, de l'aisance dans l'espace public pour tout le monde, de la verdure et de la beauté. Quand on repense que le Palais des Congrès, par exemple, était monté sur des pattes au-dessus d'une autoroute en tranchée qui demeurait ouverte, puis à côté, là où maintenant il y a le siège de la Caisse de dépôt et placement, c'était une autoroute en tranchée. Aller à cet endroit-là aujourd'hui, c'est très confortable. Les trottoirs sont larges, les synchronisations des feux ont été modifiées à l'avantage des piétons de manière systématique. Il y a des traverses exclusives piétons dans toutes directions. C'est-à-dire qu'on arrête les deux directions de circulation automobile, puis les piétons sont rois, puis ils peuvent traverser en diagonale. Le magnifique parc Riopelle, qui est d'une beauté inouïe, le nouveau parc Victoria de l'autre côté. Alors ça, c'est la transformation de la ville qui est toute récente, 10, 12 ans environ, et ça se généralise. Alors moi, je dis, il y a un bon côté de la médaille sur ces sujets-là, sur la question de l'aisance dans l'espace public, de l'accessibilité plus aisée, plus sécuritaire, plus confortable. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on est encore qu'au début. Vous soulevez un bon point ici. L'accessibilité, ça veut aussi dire la sécurité. Cet élément-là, elle est importante chez les gens âgés. Ils n'utilisent pas les services communs ou peu les services communs, entre autres métro et autobus, à cause d'éléments de sécurité perceptuels souvent, mais ça devient une réalité. Mais encore là, j'y reviens, les autobus à plancher bas se sont généralisés. Beaucoup plus qu'avant, vous avez tout à fait raison, Michel. Exclusivement maintenant, là. Oui. Et avec les nouveaux autobus totalement électriques, il y aura encore un gain à cet égard-là. OK. Pour ce qui est des métros, j'en ai parlé tantôt, et il faut savoir que ça coûte très cher transformer une station. Ça n'a rien coûté pour les stations de Laval d'ajouter des ascenseurs parce que c'était dans le concept même, dans le même geste de construction. Mais modifier une station pour y mettre des ascenseurs, mais on le fait quand même, là. On le fait comme si j'étais toujours élu, ce qui n'est pas le cas. Mais je le prends personnel. Et la sécurité, c'est aller dans n'importe quel arrondissement de Montréal, de la ville centrale, présentement, que ce soit dans Villeray, que ce soit dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, vous allez voir ces trottoirs élargis. La rue Ontario d'aujourd'hui, moi j'ai habité 13 ans à quelques dizaines de mètres de la rue Ontario dans les années 90. Oh, que c'était pénible! Allez-y voir aujourd'hui. La place de l'église de la Nativité avec ses bancs, ses bacs à fleurs et tout, c'est un stationnement d'auto avant, et ainsi de suite. Tout a été amélioré de manière à rendre du confort, de la beauté et de la sécurité à la personne la plus lente. J'aimerais vous proposer une image que j'utilise depuis une quinzaine d'années. Quand on parlait de la ville du futur il y a 15 ou 20 ans, tout le monde imaginait des autos qui volaient dans les airs, des autoroutes superposées et tout. Et moi, déjà il y a 15 ans, j'opposais, si vous me demandez à moi c'est quoi la ville du futur, c'est une dame âgée qui traverse une rue à une intersection en tenant son petit-fils par la main. Elle traverse à son rythme, sans aucune crainte. Pour moi, c'est ça la ville du futur. Puis c'est l'exact opposé de du délire technologique qu'on pouvait avoir dans les années 80 ou 90. Or, on est en train de le réaliser. Comme société, on s'est sensibilisé. Bien sûr, ce que je vous raconte s'applique plus à Montréal, ou au cœur de Québec, ou au cœur de Trois-Rivières. Mais à toute ville, l'humanisme, la désirabilité d'un site ou d'une ville, c'est son humanisme, c'est sa façon de vivre. Mais il y a aussi une accessibilité qu'on parle peu, l'accessibilité financière. Par exemple, bâtir un complexe important à Montréal, une bâtisse de 300 unités, on parle d'à peu près 6 millions de dollars de frais de parc, frais de zonage, frais de REM, frais abordables, social, multilogement. Ce 6 millions de dollars-là, chaque million, c'est à peu près 30 dollars de loyer, de majoration de loyer de plus. Alors, 6 millions, on fait l'exercice, on parle de 180 dollars de loyer de plus que les gens à Montréal, sans compter le fait que ça coûte 10 % de plus cher à construire en milieu urbain qu'en milieu de banlieue. Alors, ça amène
ça limite un peu l'accessibilité financière chez une grande portion de la population. Comment on peut réfléchir à ça? Moi, à titre personnel, j'ai fait cette bataille surtout sur ce qu'on appelle les 3-20, là, 20 de logements sociaux abordables, qui se traduisent en moyenne par une hausse de 14 000 du coût d'acquisition. Ou si c'est un locataire, il doit hausser son loyer en conséquence. J'ai surtout fait ma bataille sur ce point-là, mais c'est la même chose, c'est la même logique pour la redevance REM, c'est la même logique pour la généralisation des frais de parc, qui est toute récente aussi. Alors, les trois ensemble, ça commence à faire pas mal d'argent. Et comme ce sont des objectifs sociétaux de la société dans son ensemble, ça devrait être financé, ces aspects-là, par le gouvernement. Bien, comme ça a toujours été le cas pour le métro, là, si on veut favoriser la mixité sociale, c'est une mission de l'État central qui concerne l'ensemble de la collectivité. Si on réduit l'échantillon, c'est minimalement un objectif de la Ville de Montréal, alors ça devrait passer par une hausse très légère du taux de taxation général pour tout le monde. Et sur ce sujet-là, mais c'est ma modeste contribution, par le biais de mes chroniques à Radio-Canada notamment. On dit souvent que les résidences retraitées plus modernes sont très grosses, souvent. Mais la raison pour laquelle elles sont très grosses, c'est pour partager, justement, les frais d'administration sur plus de logements, ce qui fait que les loyers baissent de quelques $100. Alors, ça va à l'encontre, ces taxes additionnelles-là vont à l'encontre de l'objet même de l'accessibilité pour les gens. On le voit, vous êtes un exemple, Claudette, frappant. Il y a beaucoup de personnes plus âgées qui décident, soit pour se rapprocher de leurs enfants, soit par simplicité, soit par coût, décident d'aller vivre en banlieue, en résidence souvent ou autrement. Alors, comment faire, Richard, pour que la ville de demain soit une ville qui soit très compétitrice face aux banlieues pour le mieux-être des aînés? Avec les banlieues, de manière générale, cette bataille avait été gagnée avant la pandémie. Dans les premières années des années 2000, il y avait une perte nette de population de l'île de Montréal. Même en incluant l'immigration internationale, il y avait quand même une perte nette au profit des banlieues. C'est-à-dire que les banlieues allaient chercher plus de 100 % de la croissance démographique de la région métropolitaine. En 2018-2019, plus de 50 % de la croissance démographique s'est faite sur l'île de Montréal. C'est vrai. Et particulièrement au centre-ville, qui a concentré 45 % des mises en chantier de l'île de Montréal. Et c'est facile à voir, là. C'est 23, 24, 25 000 logements qui ont été mis en chantier au centre-ville. Pour vous dire le changement qu'il y a eu, d'abord au niveau des perceptions, c'est-à-dire la vie en ville et en centralité et en hyper-centralité, si on parle du centre-ville, était profondément répulsive. Quand je dis la vie, c'est le cadre de vie, le cadre résidentiel, là. Il y a des années où il se bâtissait 30 logements dans l'année, dans l'arrondissement Ville-Marie, puis c'est un HLM, là. Alors que la dernière année pour laquelle on a des statistiques pré-pandémie, c'est 5 400 logements construits au centre-ville, mis en chantier en une année. Facile à vérifier, toutes ces tours qui ont surgi au centre-ville. Alors, cette bataille de l'attractivité, de manière générale, avait été gagnée avant la pandémie. J'espère que la pandémie nous aura pas ramené 20 ans en arrière à cet égard-là. J'ai les mêmes craintes que vous. Tantôt, on parlait de proximité de service. On le voit avec les gens. Il y a une très forte corrélation entre la proximité d'un tas de services commerciaux, communautaires, culturels et l'accessibilité chez les personnes âgées et même la qualité de vie. Alors, les gens qui peuvent avoir accès à des services très près de eux vont y aller souvent, vont rester plus actifs en santé, vont avoir un meilleur vieillissement, si on veut. Moi, je pense au point de vue culturel. Mettons, pour aller à la Place des Arts, moi, j'aime ça, voir des concerts, écouter. Mais c'est le prix du billet, le prix du stationnement. Tu sais, je veux dire, je pars de Chambly, ça me coûte 20 $ de stationnement. Puis ça me coûte 50 $ la place. Mais c'est sûr que je peux pas y aller tout seul. Il faut que j'y aille avec mon mari. Fait que, tu sais, ça me fait une soirée de 120, 150 $ en partant. Fait que, tu sais, je peux pas y aller à toutes les semaines, là. Parce que ça fait un petit trou dans mon budget. Mais je vais y aller pour voir un spectacle par mois. Mais tout est cher. Fait que là, on a une salle de spectacle maintenant à Chambly.
Ben, c'est pas Et c'est la tendance, hein? Presque tous les banlieues se soutillent de belles salles de spectacle. Oui, mais on n'a pas fait, des choses comme à la Place des Arts. Tu n'as pas les mêmes spectacles. Tu as de l'humour, mais moi, c'est pas mon bag, là. Je peux vous dire que c'est mon milieu, c'est ma mission dans la vie, de voir comment je peux satisfaire les besoins, les attentes, les goûts des personnes plus âgées. Et le nombre de personnes qui disent qu'ils souhaiteraient venir, par exemple, au centre-ville, pré-pandémie, pour des raisons d'accessibilité culturelle. Ben moi, j'ai aimé ça, la pandémie. Était important. C'était important. Parce que moi, la pandémie, là, j'ai aimé ça parce que je m'achetais des billets pour écouter à la télévision des spectacles comme je voulais. Oui, puis ça coûtait pas cher, là, ça coûtait 25 Puis je l'écoutais à la télévision. Le coût du stationnement. Ben oui. Ben non, mais c'est sérieux, là. J'ai écouté tout à Marc fait. Hervieux, j'ai eu l'Orchestre symphonique de Montréal. Fait que, tu sais, j'étais comblée, moi, dans ce temps-là. Mais je pouvais pas faire ça, là, normalement. C'est intéressant. Je vais prendre pour exemple votre projet en construction Cornelius sur Van-Horn, qui intègre un supermarché, je ne dirais pas la marque, puis qui intègre une pharmacie, dans le développement même. Alors là, c'est accessibilité top niveau, là. Cependant, ça s'oppose, une intégration à même l'immeuble, ça s'oppose à un minimum de mouvement, de déplacement, de marche. Alors, il est préférable. J'aime beaucoup ce modèle-là, surtout que c'est sur le site de l'ancien centre d'achat Wilderton, qui était une horreur urbaine. Vous êtes en train de refaire un petit morceau de ville, là, et c'est absolument fantastique. Cependant, il serait préférable que ces services-là soient un peu à l'extérieur, mettons 100-150 mètres de distance, et que ce soit ultra sécuritaire et agréable de s'y rendre pour tout le monde. Parce que là, ça obligerait à sortir dehors. Vous savez, sortir de ton logement, aller magasiner au supermarché, ensuite à la pharmacie, rentrer dans ton logement sans avoir mis le pied dehors, c'est pas souhaitable non plus, cela, là. J'aime beaucoup, beaucoup ce que vous venez de dire, mais je peux vous dire que si vous faites une enquête scientifique auprès des gens plus âgés, c'est ça qu'ils veulent. Ils vont dire tout à fait le contraire à ce niveau-là. Pour eux, vivre dans un pays qui s'appelle le Canada, vivre dans une ville qui s'appelle Montréal, d'avoir accès sans sortir à l'extérieur l'hiver, quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il y a du sel, quand il y a de la glace. C'est dangereux. Ils ont peur. Alors, c'est même extrêmement fort. En termes de désirabilité, faire ce qu'on fait là, on a fait 7 modèles comme ça, intégrés. Ça a 2 objectifs pour moi importants. Et c'est beaucoup plus coûteux en passant, hein, d'intégrer du commercial. Oui, tout à fait. C'est pas les mêmes normes. Ah, c'est pas les mêmes normes, mais c'est plus long, c'est plus coûteux. Mais la désirabilité en gagne tout un morceau. Et on le voit très souvent. D'une part, d'autre part, ces gens-là, la notion pour vous et moi de marcher 150-200 mètres, comme vous le souhaitez, est très différente pour ma clientèle. Cette notion de marcher 150 pieds plutôt que mètres est souhaitée. Et ça suffit en termes d'exercice. Moi, je suis souvent allé au supermarché des Jardins Mylène et j'avais aucunement conscience que j'étais dans un ensemble pour personnes âgées. Et alors, je comprends tout à fait ce que vous apportez là, comme dimension. Revenons un petit peu à l'accessibilité financière et la barrière que ça risque de faire, particulièrement post-pandémie, à l'accessibilité du logement à Montréal, entre autres, ou en centre urbain. Comment on peut aborder ça? La question de l'accessibilité se pose beaucoup plus bien avant cela, autour de 25 à 35 ans, la première accession en propriété, parce que c'est elle qui va déterminer le mode de vie pour les décennies suivantes. Et on commet l'erreur de comparer l'unifamilial de banlieue à l'unifamilial sur l'île de Montréal, voire dans les quartiers centraux, voire à Westmount. Mais non, mais c'est une erreur. C'est pas le même mode de vie. De vivre en ville centrale et de vivre en banlieue, c'est pas le même mode de vie. Il faut comparer les condos à l'unifamilial. Il faut voir ce qui s'attache autour du condo. L'accessibilité immédiate, l'accessibilité au spectacle, la proximité de plein de choses, la vie urbaine, quoi. Et en accessibilité immédiate, c'est-à-dire tu sors de ton immeuble et tu marches, puis 10 minutes après, tu n'as pas payé de stationnement, alors. 10 minutes après, tu es rendu à Place des Arts. C'est mon choix, là. C'est mon cas à moi. C'est votre cas à vous aussi, M. Maurice, qui vivait sur le boulevard Robert-Bourassa. C'est un choix. Et quand on prend l'ensemble des coûts relatifs à ce choix-là, c'est pas plus cher que de vivre en banlieue. C'est sûr qu'on n'a pas le même ensemble de ce qu'on appelle des aménités, là. On n'a pas de cour arrière personnelle. On n'a pas 4 chambres à coucher.
on en a 2, puis si on est vraiment chanceux, on en a 3, et ainsi de suite. Les superficies sont plus petites. C'est pas le même style de vie. Mais non c'est pas plus. le même style de vie. Et à ce moment-là, il n'est pas vrai, et c'est un argument que je tiens, que je développe surtout avec les jeunes qui me disent qu'ils vont déménager en banlieue, c'est pas vrai que vous n'êtes pas capable de devenir propriétaire à Montréal et de persévérer dans votre mode de vie urbain. Moi, quand je vois les jeunes qui me disent qu'ils vont déménager en banlieue, ils vont se satisfaire d'une auto, je pars à rire à chaque fois. Je dis, vous êtes 2, vous allez avoir besoin de 2 autos. Watch out, vous allez tellement être tanné de faire du taxi quand votre plus vieux ou votre plus vieille va avoir 16 ans que vous allez lui donner une auto. Ça en fera 3. C'est très juste. On vit tous ça. Au-delà de l'abordabilité, au-delà de l'accessibilité, l'humanisme dans une ville se doit d'être présent. Et si moi, je reste sur la rue Fleury, puis je connais les gens autour, puis c'est là que je marche, puis il y a un petit parc, puis c'est ça pour moi, vivre en ville. Et j'ai fait plusieurs quartiers à Montréal. Je suis un amoureux de Montréal, comme vous, Richard. Et pour moi, la ville de demain, c'est la ville où on sera capable d'y maximiser l'humanisme. L'être humain est la mesure de tout. Les besoins humains sont la mesure de tout. Mais encore là, je vais me permettre d'être positif. Il y a 20 ans, avant la démolition de l'échangeur Parc des Pins, on prend ça comme moment magique, là. Avez-vous idée ce que c'était l'échangeur Parc des Pins? Une horreur! Avant le recouvrement de 500 mètres de l'autoroute qui séparait le Vieux-Montréal du centre-ville et le merveilleux aménagement du Parc Victoria, du Parc Jean-Paul Riopelle, le magnifique édifice de la Caisse des dépôts et le placement, le magnifique nouveau, un peu moins magnifique, pas grave, c'est question d'architecture, Palais des Congrès. C'est fou le chemin qu'on a fait pour revenir à l'humain, la mesure de tout, alors que malheureusement, antérieurement, c'était la circulation motorisée qui était la mesure de tout. C'est vrai. On n'a qu'à continuer dans cette direction-là. Alors, on est en train de la faire, la ville du futur, depuis pré-pandémie, mais ça, j'ai confiance que ça va persister post-pandémie. On a réappris à faire la ville. On s'est inspiré, bien sûr, des meilleurs exemples européens. Ça nous est venu du Danemark, ça nous est venu des pays scandinaves, de ce qui s'est fait de magnifique aussi en France depuis une vingtaine d'années ou en Angleterre. Toujours est-il, on s'est réconcilié avec la vie urbaine qu'on avait rejetée là, au profit du modèle états-unien de l'American Way of Life. On a passé ce stade-là. Même en banlieue, maintenant, quand je vois votre publicité chaque jour dans les médias du groupe Maurice pour le nouvel immeuble que vous construisez ou qui est déjà construit à Terrebonne, qui aurait cru qu'il y aurait un immeuble comme ça à Terrebonne il y a 25 ans? Alors, moi, je suis très optimiste. Depuis 10 ans, 12 ans, je suis réconcilié avec ma profession d'urbaniste, parce qu'elle m'a été pénible les années précédentes. Moi, je dis que la ville de vos rêves. La ville de mes rêves, ça serait que tous les gens de 65 ans et plus ne paient pas les billets d'autobus parce que en redevance pour notre ancienneté. Après ça, ça serait que les hôpitaux auraient des plus grands services. Au lieu d'attendre des 12 heures puis des 20 heures en salle d'attente, on attendrait moins. Il y aurait plus de services là-dessus. Ça serait plus accessible. Moins de violence dans les rues, à Montréal, entre autres. Puis après ça, je dis, comme on dit, on doit connaître les gens. Bien, moi, je dis achat local. Moi, je fais ça depuis la pandémie. Fait qu'on connaît plein de monde depuis ce temps-là. Avant, on n'en connaissait pas, mais là... Le voisinage, là. C'est important, je le redis, là, mais c'est majeur et de pouvoir... On le fait dans plusieurs quartiers à Villeray, tout ça. On essaie beaucoup de travailler sur le relationnel du voisinage. C'est magique pour moi. Puis là, on sait que le voisin d'en face, il a Alzheimer, puis quand on ne voit pas de lumière, on s'inquiète. C'est de l'entraide. C'est beaucoup. Hein, on le sait, les villes, les gens qui s'aident, les gens qui se parlent, ils vivent 2 ans plus vieux que les gens qui vivent de façon anonyme. C'est des connus, ça. Alors, c'est ces éléments-là, pour moi, que la ville de demain... des tours, c'est bien, mais il faut qu'il y ait plus que ça. Il faut que ça soit intégré dans une mécanique dont je n'ai pas la réponse. Relationnelle, qui soit importante pour moi. Et on le voit, hein, il y a des promoteurs immobiliers qui mettent beaucoup d'accent là-dessus. Le côté lifestyle, le côté désir de prendre des décisions dans la vie pour avoir une meilleure
qualité de vie, on ne parle pas d'espérance, mais de qualité de vie est majeure. Alors, de pouvoir adresser très clairement ces éléments-là, ces blocages-là. On a besoin des autres dans la vie. De l'accessibilité, puis je parle d'accessibilité financière, du mode de vie, de l'humanisme et des services, pour moi, m'apparaît clé. Écoutez, j'ai adoré cet échange-là qu'on a eu ensemble et ça me touche beaucoup. C'est un problème de société important qui a un impact sur beaucoup de gens. Et même, comme vous le disiez, Richard, les gens plus jeunes, les gens plus faibles, incluant les personnes âgées. Et Claudette, mille merci pour avoir participé à cette rencontre. Ça m'a fait plaisir. Richard, toujours agréable, toujours positif, toujours mobilisant, toujours visionnaire. Merci d'avoir accepté de... C'était un grand plaisir. Laissez-moi vous partager une anecdote qui a été importante à une époque de ma vie. Je vais avoir 30 ans, j'étais à Ottawa. Je venais de terminer une maîtrise à Edmonton où j'ai rencontré un bonhomme dont le nom est Gary McPherson. Un monsieur quadraplégique. En fait, il avait toutes sortes de maladies de naissance, mais un homme brillant et agréable, un charmeur. Un homme qui aimait beaucoup sortir, qui aimait beaucoup aller dans les restaurants, dans les activités culturelles, communautaires et tout. Très impliqué, il était président de l'Association des paraplégiques canadiennes. Alors, c'est quelqu'un qui emmenait large. Mais au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas accès à un tas d'endroits à cause de sa situation. Et je peux vous dire que des douzaines de fois, je l'ai mis sur mes épaules, on a monté au 2e étage, j'allais dans un bon restaurant, on ne se gênait pas, c'est pas grave, peu importe où c'était, ça en était devenu un plaisir, un défi de l'amener partout où c'était inaccessible. Et ce gars-là avait confiance, une confiance aveugle, descendre des escaliers à pic avec moi sur mon dos. Cette anecdote-là, pour moi, ça a changé ma vie en termes de sensibilité à tout le mieux vieillir, l'accessibilité, et ça a eu un impact sans aucun doute dans ma vie professionnelle aussi, compte tenu que je m'occupe de bâtiments pour personnes plus âgées. Alors, merci à ce gars-là. Il est décédé aujourd'hui, mais il a marqué ma vie. À toi, Gary, je te dédie cet épisode. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment. Et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain. On le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités animés, tout comme moi, par une passion, celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant et dans quelques années. Bonne vieillesse.